On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, jour 13 de ce conflit opposant toujours Israël et le Hamas. On a entendu finalement Justin Trudeau aujourd'hui. Il refuse d'attribuer au djihad islamique la responsabilité de l'explosion de mardi sur un hôpital, ou en tout cas près d'un hôpital, selon différentes sources. Il a dit ceci: on va travailler avec les alliés avant d'établir des conclusions. Est-ce qu'il fait bien d'être prudent? Ben, en fait, c'est que le problème, c'est que notre allié Israël dit avoir mis sur le bureau de M. Trudeau les mêmes faits qui sont sur qui sont à la Maison-Blanche, qui ont été remis à la Maison-Blanche, qu'on a présenté à M. Biden, qui semblent assez clairs. Et sincèrement, de l'autre côté, je veux bien là, qu'on dit on ne veut pas se prononcer trop vite. Au départ, M. Trudeau s'est prononcé trop vite, là, d'ailleurs. Mais de l'autre côté, on ne nous fournit pas de preuves documentaires, là. Il n'y a rien qui apparaît, montrant là, que ce serait, par exemple, qu'on aurait des restes de missiles israéliens, des morceaux. Rien. Et du côté d'Israël, sincèrement, on a toutes les preuves. Dans mon esprit, à moi, c'est plus vraiment une ambiguïté, là. C'est passablement clair, parce qu'on a les images. D'abord, on a toutes les images qui nous disent que l'histoire qu'on nous a racontée au départ n'était pas la vraie histoire. D'abord, c'est pas l'hôpital n'a pas été frappé, c'est le stationnement en bordure de l'hôpital. Effectivement, il y a eu des dommages, l'incendie a causé des dommages à l'hôpital. Mais tu sais, quand tu vois on a vu les images, quand tu vois la grosseur du trou, un missile israélien aurait fait un cratère dans le sol, là. C'est là, on voit que c'est pas si gros que ça, là. Ben non, on voit bien que c'est une arme ou c'est une frappe qui est plus faible que ça. Alors, tout semble coïncider vers une roquette, puis on a vu dans le ciel une roquette, puis on a entendu les conversations captées, interceptées de combattants du Hamas. Fait qu'il y a de la preuve. Quand je dis de la preuve documentaire, c'est de la preuve, à moins d'en avoir de la plus convaincante de l'autre côté, ou que M. Trudeau sache quelque chose. J'ai eu l'impression, sincèrement, aujourd'hui, parce que les journalistes l'ont poussé, là, à un certain point, ont poussé un peu plus fort en disant, ben là, c'est quoi votre position? Et il a fini par dire, je ne veux pas le paraphraser ou mettre des mots dans sa bouche, il a fini par dire qu'il faut être prudent à tirer des conclusions parce qu'il y a de la tension chez nous et ça pourrait blesser des gens. Bon. Ces électeurs arabo-musulmans... Ben oui, mais là, Julie, est-ce qu'on va conduire notre politique internationale en fonction du fait que si on dit la vérité ou si on déclare des choses, on va faire de la peine à des gens chez nous? Je veux dire, à un moment donné, là, présentement, là, M. Trudeau, dans sa première intervention, a blâmé un de nos alliés, Israël. C'est pas un allié aveugle, là, qu'on suit aveuglément. On pourrait reprocher des choses à Israël, mais là, on a blâmé Israël, un de nos alliés, pour crime de guerre, qu'il n'a probablement pas commis. Puis là, ben, on dit on veut pas rétablir les faits parce que ça pourrait faire de la peine à des gens à l'intérieur de notre pays. Si c'est ça, je trouve que c'est une façon un peu faible de conduire notre politique internationale, sincèrement. M. Biden s'est rendu en Israël hier. Aujourd'hui, c'est le premier ministre britannique, M. Sunak. Journée diplomatique. Crois-tu que M. Trudeau devrait s'y rendre aussi? Je sais pas. Peut-être. La ministre Mélanie Joly s'y est rendue. On s'est quand même rendu compte, quand elle était là-bas, que c'était beaucoup plus pour s'occuper des Canadiens que pour jouer un rôle majeur dans le conflit. Ou, ce qu'ont fait les Américains, par exemple, pour ouvrir un corridor humanitaire. Le Canada... Tu sais qu'à une époque, le Canada a probablement été un des premiers candidats dans le monde auquel on aurait, même à l'époque du père de Justin Trudeau, on pensait souvent au Canada comme une espèce d'arbitre, un pays influent qui, même s'il n'était pas gros, puis même si son armée n'était pas si puissante, c'est comme un pays de référence au niveau des valeurs. Puis... Alors là, ce n'est plus ça. Il n'y a plus personne qui attend après le Canada aujourd'hui pour savoir ce qu'on pense, puis ce qu'on va faire, puis ce qu'on suggère. Donc, est-ce que ça vaut la peine que M. Trudeau aille? Je sais pas. Ça me paraît pas évident à ce moment-ci. Il pourrait y aller éventuellement, mais ça me paraît pas une obligation à ce moment-ci. Donc, tu es en train de nous dire que le Canada a très peu ou pas du tout d'influence, finalement, là, pour éviter la régionalisation du conflit. Oui. Ouais, marginal, mettons. Bon, Mario, on attend d'une minute à l'autre un point de presse conjoint entre le ministre de l'Immigration, Mark Miller, et Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, concernant le rapatriement de diplomates canadiens de l'Inde. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas parlé, évidemment, en raison du conflit. Dès que ça commence, on sera en mesure d'aller y faire un tour. Le président américain va s'adresser à la nation ce soir à 20h.
en direct du bureau, en tout cas, peut-être pas en direct, mais du bureau ovale. Mario, tu t'attends à quoi? Je pense qu'il y a une combinaison de choses. Je pense d'abord que M. Biden a une bonne séquence. Démontrer plus de leadership. Ça allait mal, ces affaires, politiquement. Elles n'allaient pas très bien dans les sondages. Alors là, je pense qu'on veut consolider une bonne séquence. Je pense aussi que, sincèrement, la guerre... par rapport à la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine a beaucoup marqué au début, mais divisait pas tant que ça dans nos populations. Il n'y avait pas beaucoup de pro-russes. Aux États-Unis, il y avait un peu de Trumpistes là, qui sont pro-Poutine, mais c'est un peu bizarre. Là. C'est plus des perdus que vraiment des gens qui ont une conviction émotive, profonde. Alors que là, aux États-Unis, comme au Canada, comme ailleurs, t'as des gens, t'as des Juifs, t'as des gens d'origine arabe qui, dans le pays, vivent ces tensions-là dans les mêmes entreprises. Ça va probablement vouloir parler de ça, là, de tensions internes, de l'unité à l'intérieur des États-Unis. Et il va aussi faire appel, parce que là, comme c'est là, les États-Unis ne peuvent pas aider ni l'Ukraine ni Israël, parce que tout est paralysé. C'est sûr qu'il va trouver une façon d'amener ça, de mettre en même temps la pression sur les républicains, de les faire mal paraître politiquement. Pourquoi c'est paralysé? Parce que les républicains ne sont plus capables de s'élire un leader de la majorité à la Chambre des représentants, qui est un personnage très important dans la politique américaine, peut-être le troisième, ou en tout cas un des 5 plus importants de la politique américaine, et qui se retrouve à ce moment-ci le poste vacant. Il y a quelqu'un qui est là par intérim, parce que le Parti républicain est divisé, et Donald Trump tire les couvertes, tire les ficelles par en arrière, veut pas avoir un candidat qui soit modéré, veut avoir un candidat de sa gang, mais les autres sont pas prêts à approuver un candidat trumpiste. Donc, tout est paralysé, mais au point où on peut pas débloquer, par exemple, des budgets pour appuyer Israël ou pour l'Ukraine. Là. Donc, je pense que M. Biden va vouloir un mélange de mettre la pression sur les républicains pour un déblocage là-dessus et faire mal paraître les républicains, un parti désorganisé avec Trump à sa tête, etc. Là. Retour chez nous maintenant. Les banques alimentaires, Mario, n'ont jamais ou à peu près jamais été autant sollicitées depuis les derniers mois. Tu as réalisé une entrevue dans le cadre de ton émission un petit peu plus tôt avec le directeur général des banques alimentaires, M. Munger, et tu lui as posé la question, pourquoi? Pourquoi actuellement il y a autant de gens? On va écouter ce qu'il avait à dire. Les banques alimentaires, on s'approvisionne en dons. Des producteurs, des transformateurs et tout ça. On a fait le maximum pour augmenter le niveau de dons, mais c'est pas suffisant pour couvrir l'augmentation de la demande à l'heure actuelle. C'est pourquoi on a adressé une demande au gouvernement. L'alimentation, les coûts ont augmenté de 17,8 les données statistiques Canada, 17,8 en 2 ans. Quand on travaille au salaire minimum, on voit de plus en plus de ces personnes-là qui viennent frapper aux portes des banques alimentaires. Ceux qui avaient de la misère avant ont encore plus de difficultés maintenant et je viens de réaliser une entrevue avec la directrice générale de Moisson Montréal. Elle semble dire que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Oui, c'est un problème. D'ailleurs, la question a été soulevée ce matin à l'Assemblée nationale. C'est Manon Massé qui a questionné la ministre, qui prenait la question avec ouverture, là, qui n'a pas dit non, parce qu'il manquerait 18 millions. L'évaluation qui est faite, c'est qu'il manquerait 18 millions. Évidemment, la ministre n'a pas dit oui, je vais donner le 17 millions. Tu n'as jamais un gouvernement qui dit oui, je vais donner aux gens 100 de ce qu'ils demandent. Là, ça ne serait plus gouverné. Mais on a senti que c'était pas non, là, on allait prendre en considération les besoins, évaluer l'état de situation, peut-être voir s'il y a d'autres partenaires qui peuvent mettre l'épaule à la roue. Mais on a un problème. Au moment où on parlait de ce sujet-là, un matin, on avait notre caméraman de Québec qui était devant une banque alimentaire de Québec, dont j'avais entendu parler ces dernières semaines où on disait, écoute, c'est une banque alimentaire qui existe, où il y a toujours eu des gens. Mais depuis quelques mois, on n'avait jamais vu ça, là. Des fils à l'autre bout du trottoir. Donc, c'est un peu partout au Québec, là, le phénomène se reflète. Là, les gens, comme tu dis, là, les gens qui arrivaient serrés avant, maintenant, c'est exactement ça. Là, c'est exactement ces images-là, je pense qu'on va repasser. Parmi ces gens-là, il y a des aînés, des gens qui travaillent, évidemment, des étudiants aussi, Mario. Là. Vraiment, tout le monde a de la difficulté. Les gens de Québec disent, il y a quelques mois à peine, il
y avait du monde, mais pas des fils, pas des fils comme ça. Là, donc, non, les besoins sont grands et tout le monde est interpellé. Bon, là, c'est le gouvernement qui est interpellé aujourd'hui, mais dans quelques semaines, ce sera la guignolée des médias et autres guignolées de toutes sortes là, qui sont organisées partout dans les régions. Des appels à la générosité de ceux qui peuvent aider. Il y a, les besoins sont grands. Parce qu'on parle beaucoup du coût de l'alimentation. On peut pas mettre de côté le coût du logement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que le budget familial est handicapé aussi parce que si d'une année à l'autre, ton loyer a augmenté de 100 ou un déménagement t'a forcé à arriver dans un loyer qui coûte 100, 200, 300 $ de plus par mois, c'est une épicerie dans le mois, cela. Et l'inflation aux États-Unis demeure encore trop élevée, c'est ce qu'a déclaré le président de la Fed, en n'excluant pas d'hausser encore une fois le taux directeur. Alors, c'est assez préoccupant. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Pour savoir